Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve après l'AFC pour parler de la NFC et des 3 matchs de ce super wildcard week-end, les 3 previews pour la conférence nationale, on va parler des Cowboys, on va parler des Packers, on va parler des Lions, des Rams, des Buccaneers et des Eagles. Ce sont donc les 6 qui sont en lice ce week-end. Il y a une équipe qui n'est pas en lice mais qui est déjà qualifiée, c'est celle de Seb, c'est les 49ers. Salut mon Seb, comment ça va ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Écoute, ça va très bien en route pour la NFC. Tout de suite, je ne dis pas que l'AFC ne m'intéresse pas, mais bien sûr, j'ai un intérêt un petit peu plus aigu et je vais avoir l'œil en particulier sur ce qui va se passer du côté du match des Packers et des Cowboys. Vous le comprendrez aisément. Et l'équipe de notre deuxième intervenant ne jouera pas non plus cette semaine, mais elle ne jouera plus de la saison. On se demande même s'ils rejoueront un jour en NFL. C'est mon Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va ? Bonsoir Flav, bonsoir Seb, bonsoir à tous les free agents qui nous ont rejoints. Écoute, plus ça en va plus bien. sympa les introductions, hein, t'as noté ? Ouais, Ouais, je trouve que plus en plus. Puis tu es de plus en plus, on va dire, Caustique. Voilà, c'est ça. Tu as de plus en plus de l'inspiration pour nous Oui. pour nous tailler un short. Donc c'est assez sympathique. Effectivement, cette partie de la saison ne nous concerne plus. Non, Ouais, non parce nous que a-t-elle non mais déjà concerné un jour. Donc oui, voilà. l'an dernier, et tu vois, Oui, alors que bien les sûr. Saints, nous, ça fait longtemps que ça nous concernait plus, mais C'est vrai. ça fait déjà plusieurs saisons. Mais tu vois, je parlais avec Sébastien de ça mardi. Je me disais, mais finalement, est-ce que c'est pas mieux de partir en vacances début janvier ? Tu vois, on est un petit peu des précurseurs. On se dit, pourquoi est-ce qu'on va aller jusqu'à mi-février alors que c'est tellement bien de profiter de leur saison ? Tu vois, c'est Non, sympa. c'est Les sûr. tarifs sont C'est sûr moins que chers. c'est sûr. Et puis de toute Et façon, les Giants sont plus habitués à faire parler d'eux par l'ambiance intra-vestiaire qu'éventuellement les performances sur le terrain. Donc restons sur les faits divers. Et puis C'est notre place. soyons honnêtes. La pelouse du MetLife Stadium est déjà pourrie. Si en plus tu rajoutes la neige, ça devient un vrai bourbier ce machin. Donc autant pas y aller. C'est clair. C'est clair. Autant pas y C'est aller. un coup à se faire les croisés à chaque match. Voilà. Il y en a qui ont laissé leurs genoux et leurs chevilles et tout ça cette saison encore. Hein. Coucou Aaron. Coucou Ron, On te salue. nous entend de là où tu es. Si tu nous entends, vu qu'apparemment tu n'interviens plus dans le Pat McAfee Show pour le reste de la saison, n'hésite pas à passer une tête dans Tailgate, on te fera une place, il n'y a aucun souci. Bon, on commence avec ces match-ups de la NFC donc, qui commenceront dimanche à 22h30 par le match que d'ailleurs nous commenterons là aussi sur Twitch. Il y en aura deux, hein, celui entre les Texans et les Browns et celui entre les Cowboys et les Packers. Les Cowboys de Dallas qui vont donc recevoir Green Bay. Un espèce de duel historique, un duel avec des franchises très suivies aux États-Unis. Ça risque de faire encore un beau score d'audience, cette affaire. Dallas qui est allé chercher le titre de NFC Est. Alors là, je vais laisser parler Bertrand parce qu'évidemment, c'est ça, comment dirons-nous, son petit bébé, son chéri, la NFC Est. Ma Madeleine de Proust, j'ai envie de Voilà, dire. tout à fait. Les Cowboys de Dallas qui ont donc été chercher ce titre alors qu'il y a encore quelques semaines, on le pensait promis aux Eagles de Philadelphie. Bah oui, hein, les Cowboys ont fait ce qu'il fallait. Ils ont eu une saison bien pleine, complète. Parfois, le retour de leur vieux démon refaisait surface également. Hein, on va pas se mentir, avec des défaites surprenantes ou des défaites contre des plus faibles. Maintenant, ça a été moins marqué cette année que les autres années. On l'a bien vu avec un bilan bien plus que flatteur. Et au final, ben oui, qualification, les Eagles, la baisse de niveau des Eagles sur la fin de saison et l'ambiance délétère dans l'équipe sur la fin de saison a bien aidé également. Et aujourd'hui, voilà, les Cowboys sont bien placés, bien plus que bien placés. Ils vont faire jouer un match contre les Packers qui est, moi, je pense, très attendu, qui va être très plaisant à voir. Et ils nous ont aussi régalé, on peut dire le mot, malgré tout. Il faut reconnaître justement quand les équipes, franchement, nous régalent cette année. Dak Prescott et CeeDee Lamb ont régalé le public avec des passes assez merveilleuses et puis des performances de CeeDee Lamb au niveau des yards assez impressionnantes.
Oui, CeeDee Lamb qui a 135 réceptions dans cette saison régulière, c'est le record de la franchise qui est également à 1749 yards. C'est là aussi le record de cette franchise. Vraiment une attaque qui a été très très performante du côté des Cowboys cette saison, Seb, et surtout une équipe qui a peut-être plus que les autres encore, j'ai envie de dire, cet avantage de jouer à domicile ce match de wildcard, puisqu'on le rappelle, les Cowboys sont toujours invaincus cette saison sur leur terrain. Exactement, et c'est peut-être un facteur X, le facteur X de cette rencontre. Pour Green Bay, il va falloir battre Dallas à domicile, ce que personne n'a été capable de faire cette saison. C'est un atout. Alors, on dit toujours que lors des playoffs, l'avantage du terrain, c'est tout de même un atout non négligeable. Là, ça devient du côté de Dallas, c'est quasiment comme s'ils jouaient à 13 avec le public qu'ils proposent à leurs adversaires. Néanmoins, il faut pas oublier que Green Bay va avoir des arguments à faire valoir eux aussi. Ils ont fait une fin de saison très impressionnante et qui sait, peut-être que les Packers de Jordan Love et de Matt LaFleur peuvent réserver une mauvaise surprise à Dallas. Toi, Bertrand, je vais te poser la question parce que j'ai eu une partie de réponse de Seb lundi et je vous invite à réécouter le podcast de débrief de la Week 18 si vous voulez en entendre parler. Mais est-ce que Jordan Love t'a impressionné? Parce qu'on a eu un début de saison où c'était un petit peu mi-figue, mi-raisin, si j'ose dire. Et on a l'impression qu'il y a une vraie progression de la part de Jordan Love qui finalement prend plutôt bien la suite d'Aaron Rodgers. Ah bah, tout à fait. Pour moi, je dirais même c'est encore mieux en soi que ce qu'a pu faire Aaron Rodgers. Et je pense qu'on se rend pas bien compte à l'heure actuelle. Si je reprends de mémoire par rapport à un podcast américain sur lequel j'ai entendu ça, le bonhomme est quand même à 32 touchdowns cette année. Je crois qu'il est les deuxième au nombre du touchdown cette année. Donc, faut quand même. J'ai trouvé d'ailleurs que sa performance est passée un petit peu sous les radars. Par rapport à toute cette année et qu'au final on n'a pas mis en avant plus que ça cette belle performance avec un groupe très jeune, donc déjà le quarterback, les receveurs, Romeo Doubs, Jalen Reed, Christian Watson. Si tout ce beau monde est un tant soit peu en forme, tout de moins en bonne santé pour attaquer ce match-là, il est possible que ça fasse très très mal. La patte d'Aaron Jones, qui est plus vétéran que jeune, lui aussi revient bien après sa blessure derrière au niveau de l'ischio-jambier. Donc, entre guillemets, c'est le bon momentum. L'équipe revient bien en forme au bon moment. En tout cas, ces playmakers assurent au bon moment où ça va être le plus nécessaire. Ils vont en avoir besoin, on vient d'en parler, face à une franchise des Cowboys qui, elle, justement, pour le coup, réussit bien à l'AT&T Stadium. Donc, en soi, oui, c'est plutôt surprenant, c'est plutôt la belle surprise. En soi, Matt LaFleur a la chance d'avoir ces joueurs qui performent bien, et c'est pour ça que je me dis que, en soi, ça risque d'être un match très plaisant aussi parce que la défense, et ça c'est plutôt le mauvais côté des choses pour les Packers, mais à mon avis autorise également pas mal de yards tout au long de la saison. Et au final, on aura, je pense, un jeu assez ouvert et ça risque d'être peut-être le plus beau match de ces wildcards à venir. Ça risque d'être effectivement un très très bel affrontement avec des Packers, Seb, qui avaient quand même assez mal commencé la saison. Ils s'en sortent bien, ils ont mérité d'être là. On ne revient pas sur ça, mais c'est quand même une équipe on parlera des Rams tout à l'heure. À l'image des Rams, avait quand même mal débuté cette saison et qui finalement c'est comme révélé. Je me rappelle de ce match à Thanksgiving du côté de Détroit où on donnait pas cher forcément de la peau des Packers à ce moment-là, où ils avaient été plutôt excellents. Et c'est un peu à l'image de leur fin de saison où ils ont laissé deux défaites du coup pour eux contre les Buccaneers et les Giants, dans les matchs qui semblaient potentiellement accessibles. Mais c'est vrai qu'on a eu une équipe des Packers qui a été convaincante dans cette deuxième moitié de saison. Équipe des Packers qui était à 3 victoires et 6 défaites en 10e journée, il faut le rappeler, et qui effectivement fait une très belle deuxième partie de saison. Deuxième partie de saison au cours de laquelle, d'ailleurs, il faut le préciser, ils battent
plusieurs équipes qui sont actuellement en play-off. Ils ont affronté 6 équipes en saison régulière qui sont actuellement en play-off. Ils en ont battu 3, ils ont perdu 3 matchs, et ils ont notamment battu les Chiefs, les Lions et les Rams. Donc, c'est des victoires qui sont probantes pour ce club qui semble s'être construit patiemment en cours de saison. Il faut pas oublier que des doutes ont même été émis au sujet de Jordan Love en cours de saison, justement sur sa capacité à prendre les rênes de cette équipe de Green Bay. Doutes qui sont aujourd'hui, à mon avis, totalement levés. Il est sans doute le franchise quarterback qu'attendait la franchise pour prendre la suite d'Aaron Rodgers. Et pour rebondir sur ce que disait Bertrand à propos de cette succession, Jordan Love, il réussit quelque chose que ni Aaron Rodgers ni Brett Favre n'ont réussi à faire, c'est qualifier Green Bay pour les playoffs dès sa première année en tant que titulaire. Et ça, c'est quand même pas rien quand on connaît l'historique du club. Oui, c'est effectivement pas rien, puisque tu le rappelais, et je l'avais dit en introduction, c'est une franchise éminemment historique que celle des Packers, puisque c'est l'une des premières à avoir été créée. On vous renvoie vers l'histoire des Packers, avec notre ami Lambeau, etc., etc. Bref, on pourrait faire un podcast spécial sur l'histoire des Packers. Et j'en profite, tiens d'ailleurs, pendant qu'on est en train de parler des Packers, pour saluer notre ancien collègue Mika, Bertrand, que tu as bien connu, toi. Ce Seb, il était pas encore arrivé. Mais on salue Mika qui nous écoute assez régulièrement. Les Packers et les Cowboys qui vont donc s'affronter. Petit prono comme d'habitude, les amis. Et on commence par Bertrand cette fois. Cowboys ou Packers? Tu lui donnes la victoire à qui? Bertrand n'est plus là. Bertrand nous a encore quitté. Non, je suis là. Non, c'est bon, il est là. Voilà, en fait, il hésitait à dire du bien des Cowboys. Il s'est dit, si je donne un trop gros score, Yaya va encore dire que le match était truqué. Bon, bref, il va y avoir encore des problèmes. Donc il hésitait à savoir ce qu'il allait dire, quoi. Si on prend en compte la vie de Yaya, maintenant, on va plus s'en sortir et pas aux amis. C'est-à-dire, vous notez qu'on l'invite plus. Hein. Il était radié du barreau. Hein. Je disais, après mes micro-coupures dues à notre emplacement géographique, à mon avis, c'est un peu à cause de ça qu'on arrive à ces extrémités-là. Mais je disais que oui, par rapport à la situation, je disais qu'il y avait des éléments extérieurs qui pouvaient justement faire les éléments décisifs par rapport au match et faire balancer d'un côté ou de l'autre. Je pense que là, les TD Stadium et le fait de jouer à domicile, je pense que c'est quelque chose qui rentre aussi dans la tête des équipes et ça risque de jouer. Donc pour le coup, moi je donne les Cowboys gagnants sur ce match-là aussi parce qu'ils ont été quand même beaucoup plus dominants et ils ont beaucoup plus, on va dire, marqué le territoire par rapport à ça. Et puis surtout, la défense des Packers a quand même un énorme problème sur la défense à la course. Si en plus, justement, Tony Pollard arrive à s'imposer beaucoup plus qu'il ne le fait à l'heure actuelle, c'est un peu ce qui est reproché à Mike McCarthy de ne pas suffisamment l'utiliser. Mais si le jeu offensif à la passe se développe avec CeeDee Lamb et qu'en plus Tony Pollard arrive à poser le jeu au sol, ça va être inarrêtable pour les Cowboys et les Packers n'y arriveront pas. Donc je mets les Cowboys gagnants. Seb, je vais abonder dans le sens de Bertrand. Même si Dallas, à l'instar de Miami, a une nette tendance à se montrer faible avec l'effort cette saison, il ne faut pas oublier les défaites contre San Francisco, Philadelphie, Buffalo ou Miami. Justement, là, la prime de l'équipe à domicile, elle est vraiment en tête de liste. On a une équipe de Green Bay qui est encore jeune et j'ai peur que la jeunesse de cet effectif, en particulier en attaque et donc son inexpérience, lui coûte cher au cours de cette rencontre. Donc, je vais aller avec Dallas. on continue et maintenant on passe au match de prime time de la NFC, puisque ce sera un match qui se déroulera, donc c'est à 2h du matin, je crois, dans la nuit de dimanche à lundi, le duel entre les Lions de Détroit et les Rams de Los Angeles, qui fera évidemment plaisir à Benjamin Bernard. Les Lions de Détroit qui ont
égalé leur record de franchise, 12 victoires cette saison, qui ont été chercher leur premier titre de division depuis 1993. Bref, une belle saison pour les Lions. Alors, c'était une équipe un peu hype en début de saison. Ils ont confirmé sur le terrain, ils ont montré des très bonnes choses, mais c'est surtout, Seb, un duel, un affrontement que toute l'Amérique va regarder, car les deux quarterbacks ont une histoire. Matthew Stafford et notre ami Jared Goff. Et oui, forcément, l'échange qui a été fait il y a quelques saisons entre les deux, puisqu'on rappelle que Matthew Stafford a été drafté par les Lions, qu'il a passé 11 ans, si ma mémoire est bonne, même plus que ça peut-être. Enfin bon, bref, une bonne partie de sa carrière du côté de Détroit. Il est parti du côté de Los Angeles et dans l'échange, Jared Goff est lui passé des Rams aux Lions. Et on se retrouve maintenant avec l'affrontement de ces deux quarterbacks qui ont été échangés il y a quelques saisons de cela. Ouais, ça va être bizarre, ça va être un petit peu quand on retrouve son ex, quoi. Ça va avoir quelque chose de cette... c'est là qu'il nous aurait fallu Yaya pour nous parler de ça. Je sens qu'il il s'agit d'être grivois, il faut Yaya, tu vois, ça rime en plus. Voilà. Je sens que ça aurait apporté une plus-value au pote. Au-delà du fait que ça fait une belle affiche pour vendre le match, effectivement, les deux QB qui se retrouvent face à leurs anciennes équipes respectives, et puis une situation qui finalement n'est pas banale, hein, en fait. On a surtout l'équipe surprise de ces playoffs, les Rams, face justement à l'équipe hype de l'année. Beaucoup d'interrogations autour de ce match, à mon sens, puisque Détroit, effectivement, premier titre de division en 30 ans et deuxième saison à 12 victoires de leur histoire. Donc, une équipe qui a quand même une histoire, disons, un rapport à la victoire assez compliqué, pour parler par... J'aime bien cette phrase, ouais, j'aime bien cette phrase. C'est un rapport à la victoire compliqué, ouais. Voilà, je parle vraiment par euphémisme, hein, là, j'essaie de blesser personne. Face à des Rams qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau, et moi le premier, cette année, c'est pour ça que je parle d'équipe surprise. Ils ont su faire leur trou dans une NFC West qui était bien entendu outrageusement dominée par San Francisco, mais ils ont su gagner les matchs qu'ils avaient à gagner. Ils ont su notamment s'imposer en première journée face aux Seahawks, à la surprise générale. Là aussi, ils ont même battu les Seahawks 2 fois. Et là encore, une équipe qui a une belle dynamique avec 4 victoires de suite contre San Francisco la semaine dernière et les semaines précédentes contre Washington, la Nouvelle-Orléans et les Giants. Alors, on peut émettre des doutes sur l'opposition qu'ils avaient lors de ces matchs, mais néanmoins, c'était des matchs qu'il fallait prendre. Et puis, depuis leur bye week, c'est-à-dire depuis la 10e journée, de la 11e à la 18e, ils n'ont perdu qu'un seul match, et c'était contre Baltimore, et c'était en prolongation. Oui, c'était sur un excellent retour de punt, si je me rappelle bien, de Baltimore. Un retour de 70 ou 80 yards, quelque chose comme ça. Vraiment sur un match où les Rams s'étaient passés tout proche de la victoire aussi dans cette rencontre, effectivement. Ces Rams, Bertrand, toi, ils te surprennent. Est-ce qu'ils peuvent aller créer la surprise du côté de Détroit ? Ah bah écoute, moi tout à l'heure, là je dirais même que si on parle d'upset par rapport aux positions de qualification, je dirais que les Rams ont vraiment une grande chance et je les vois potentiellement peut-être s'imposer justement par rapport à cette équipe de Détroit, comme le disait Seb, qui a un rapport avec la victoire assez compliqué. Et c'est peut-être ce qui, à un moment donné, malgré toutes ces velléités offensives qui sont plus que confirmées, avec des Amon-Ra St. Brown, avec des David Montgomery, Jahmyr Gibbs, et où ils ont montré toute l'année qu'ils pouvaient justement dominer le jeu et faire en sorte d'avoir les victoires à la fin, et ben peut-être psychologiquement s'écrouler au plus mauvais moment, on va dire, face à une équipe des Rams qui, comme l'a dit Seb, a démarré en s'imposant directement. Cette équipe a pris confiance. Sean McVay a réussi à faire en sorte que son jeune groupe, peut-être qu'il réussit bien justement avec les jeunes groupes, à
faire en sorte que la mayonnaise prenne. Ils sont quand même sur une moyenne de presque 30 points, donc 29,9 points par match sur les 7 derniers matchs. Globalement, une défense très jeune, emmenée par Aaron Donald, mais qui justement tient la maison, plus que tenir la maison, ont des bons résultats. Un running back qui s'impose chaque semaine, Kyron Williams, et des receveurs. Un rookie qui a plus que confirmé et un autre qui revient bien. Donc, tous les éléments, toute l'ADN de l'équipe va dans le bon sens pour justement pour s'imposer, peut-être à la surprise générale, ou peut-être pas d'ailleurs, mais c'est surtout un élément en soi qui fait que cette équipe peut s'imposer plus, c'est Sean McVay. Il a l'habitude des grosses rencontres, il a l'habitude du Super Bowl. Voilà, c'est un élément qui va peut-être être déterminant durant cette rencontre. Seb, là, Bertrand, on a parlé un petit peu. On a vraiment une masse de talents dans ces deux équipes et de jeunes talents. Jahmyr Gibbs, du côté des Lions, qui a très bien performé pour sa saison rookie. Évidemment, Puka Nacua du côté des Rams. On rappelle 105 réceptions, 1486 yards, c'est le record de yards en réception et du nombre de réceptions pour un rookie sur une saison. On a aussi des joueurs dans la ligne défensive qui ont du talent. Aaron Donald du côté des Rams, le jeune Aidan Hutchinson du côté des Lions. Bref, il y a du talent vraiment à tous les étages dans ces deux équipes. Il y a du talent, il y a de la jeunesse, surtout, même si les quarterbacks sont des vétérans. Il y a de la Expérimentés, jeunesse. ils sont expérimentés. Ils ne sont pas vétérans. Voilà, ils sont vétérans, expérimentés, voilà. Après, Vieux. Voilà, t'as fait au moins la résumé beaucoup plus rapide. Parce que il nous fait des euphémismes depuis tout à l'heure. Bon. Après, je voudrais quand même tempérer quelque chose sur ce qu'a dit mon collègue Bertrand. En matière d'attaque, Détroit, c'est quand même la 3e attaque de la ligue en matière de yards, la 5e en matière de scoring. J'ai du mal à croire que ça peut s'effondrer comme ça sur un match. Et autre chose, les Lions à Détroit, va falloir les battre. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, et c'était contre Green Bay. Hein. Ouais. Voilà. Thanksgiving, le jour de Thanksgiving. Mais il y avait une lune gibbeuse, bossu. Il y avait, voilà, là, il y a la lune gibbeuse. Donc, alors, voilà, est-ce là, que vous avez surveillé les cycles de la lune pour dimanche? C'est ça la question? Non, je suis pas regardé. Comment est la lune dimanche? Eh ben oui. oui. Et c'est là peut-être le truc. C'est peut-être ça le facteur X du match. Le facteur X du match. Il est dans la lune. C'est ça le truc. Mais... Donc ça va pas être facile de prendre une victoire à Détroit. D'autant que dans mes souvenirs, les Rams, ils voyagent pas si bien que ça. Je vois que je suis en train de consulter leur saison. Défaite à Cincinnati. Défaite. Est-ce que les Bengals ne sont pas lancés leur saison ce jour-là? Peut-être qu'ils ont lancé leur saison ce jour-là, c'est vrai. Bon, ça ralentit un petit peu par la suite. Défaite à Baltimore. Il y a vraiment sur cette deuxième partie de saison que ça se lance. C'est-à-dire là, en fait, où ils construisent leur saison après la 10e semaine. Donc, il y a quand même beaucoup de... Il y a une part d'incertitude vraiment dans la victoire de Los Angeles qui me paraît importante. Est-ce que l'un des facteurs X, c'est pas aussi la pression que pourraient mettre les Rams sur Jared Goff? Parce qu'on sait que quand il est sous pression cette année, Jared Goff, c'est plutôt Jared Goff, tu vois, que Jared Goff, quoi. C'est un petit peu, on l'a vu contre Dallas notamment dans le match de la semaine 16 ou 17 là, où vraiment. Une fois qu'il a été mis sous grosse pression par la ligne adverse, pour lancer les ballons, c'était compliqué. On a l'impression que l'improvisation, c'est pas vraiment son truc cette saison, bon, ça l'a jamais trop été non plus. Et est-ce que se prendre à Aaron Donald à longueur de temps, est-ce que c'est pas aussi, Bertrand, là, un motif d'espoir pour les Rams? C'est pour ça que
Seb a nuancé mon propos et je vais renuancer son Alors, propos vis-à-vis et de ce qu'il vient de dire. on va finir, c'est Malheureusement, 50 nuances de Tailgate. Hein, voilà, c'est 50 millions de tailgate. C'est parce que justement, tu as très bien dit, on dirait, en anglais ils disent that concern. Bah, c'est un peu ça. C'est le fait que les Lions sont concernés par une attitude qui en post-season n'est jamais bonne entre guillemets. Alors attention, une équipe n'est pas la même que celle qu'il y a eu autrefois, on est bien d'accord. Mais l'ADN de la franchise n'abonde pas dans le sens d'un résultat optimiste. Et moi, je reste persuadé que je mets en avant l'expérience quarterback et l'expérience coach. Et je pense que Matthew Stafford et Sean McVay ont plus de probabilité, d'expérience et de savoir s'adapter durant le match sur un match aussi important que Dan Campbell, qui est plus un coach proche de ses joueurs, de motivation, mais qui, au moment peut-être opportun, va manquer de discernement pour pouvoir prendre les bonnes décisions quand justement il va falloir, sur un momentum du match très important, prendre la bonne décision. Alors oui, il y a eu de très bonnes performances tout au long de la saison de Détroit, et je ne retire en rien, mais la saison régulière reste la saison régulière. Les joutes de janvier, c'est pas la même chose. On sort du cadre habituel. Et là, je vous reprendrai juste, c'est un moment important, mais peut-être que tout le monde avait oublié. Mais par exemple, Jared Goff, moi, je me souviens très bien de cette image. Et vous allez me dire, il était jeune, il était aux Rams, c'était pas la même, c'était son premier Super Bowl. Ok, mais le bonhomme avait quand même la main qui tremblait et qu'on voyait sciemment au moment comment on appelle ça, de démarrer le match. Et moi-même, avec tout l'optimisme je dirais, en tout cas, la confiance qu'il a pu prendre tout au long de la saison, quand on arrive sur ces moments décisifs, c'est pas forcément la même chose. Alors oui, ils sont très forts, ils ont montré énormément de choses, mais je reste persuadé que Matthew Stafford et Sean McVay, par leur expérience, vont peut-être faire déjouer cette équipe, comme tu l'as dit, avec un Aaron Donald. Effectivement, il y a un point sur lequel j'ai abondé, effectivement, c'est sur la capacité à décider de Campbell, puisque on l'a vu au cours de la saison, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques. C'est ça. Ouais. Tous les quatrièmes down. Là, ça peut se retourner contre lui en playoff. Effectivement, oui, là, je suis d'accord. Ça, pour moi, c'est un des facteurs X du match. Ça peut se retourner contre son équipe. Voilà. Soit ça passe, soit ça casse. Et en playoff, si ça casse, c'est terminé. Hein. Autant en saison régulière, bon bah tu perds un match. Autant en playoff, bon bah c'est fini. C'est à l'an prochain. Enfin, on espère pour les Lions, parce que s'ils devraient attendre encore je ne sais combien d'années avant de retourner champion de division, on espère que ça ira plus vite que la dernière fois. Quoi. C'est ça le truc. En tout cas, je veux juste rajouter quelque chose qui, pour le coup, va plutôt abonder dans le sens de Seb cette fois-ci. Vous voyez, comme quoi on aime bien aussi être solidaire dans les propos qu'on a l'un et l'autre. Au final, c'est que... Ils se détestent en vrai. Hein, mais bon. Bah, Je rigole, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et je déteste la franchise pour laquelle ils supportent, c'est évident. Tout le monde le sait. Non, c'est juste pour revenir que ce qui pourrait être aussi le point faible de l'équipe des Rams, malheureusement, c'est une partie de l'équipe dont on parle rarement, ou tout du moins qu'on mentionne rarement, malgré tout, qui est très important, c'est les special teams, c'est les équipes spéciales. Et a priori, cette année, ils sont classés 32e sur toute la partie des stats des special teams. Donc, ça veut dire dernière équipe. Ils ont autorisé sur la semaine 17 face aux Giants, justement, ils ont manqué 2 extra points. Il y a toute une valse des kickers qui s'est fait, où Brett Maher a été repris, mais ils ont pris Lucas Havlicek et il ne réussit pas comme ils attendent aussi. Donc au final, ça aussi, ça peut être l'élément clé qui pourrait relancer les Lions. Et on sait que sur un retour de punt ou un retour de kick-off de 60-70 yards, ou un main qui mène au touchdown, ça peut faire basculer un match. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que ce match va être superbe. Après, je ne reste pas moins persuadé que l'expérience des Rams peut faire la différence. Et ben justement, Bertrand, heure du pronostic, Rams ou Lions? Moi, j'ai déjà détaillé, je ne vais pas aller en rajouter pour nos auditeurs. Je vais dire Rams, évidemment, par rapport à tout ce que j'ai dit jusque-là. Rams. Mon cher Seb, Rams ou Lions?
Moi, je suis avec les Lions. Je suis avec les Lions, prime à l'équipe à domicile. Et puis, moi, j'aime beaucoup l'attitude de Dan Campbell. Voilà, Primo c'est une Michigan. Va pour le Voilà. Michigan. Va Allons-y pour les le Michigan. C'est parti. Le dernier match entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Eagles de Philadelphie. 9-8 pour les Buccaneers, 11-6 pour les Eagles. Sur le papier, Bertrand, c'est peut-être le match que beaucoup annoncent comme le plus déséquilibré, non pas en faveur de l'équipe qui reçoit, mais plutôt en faveur des Eagles. Pourtant, Dieu sait si cette fin de saison régulière a été diablement compliquée pour Philadelphie. Oui, c'est moins qu'on puisse dire qu'elle était diablement compliquée. 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Donc 2 très moches contre Arizona et New York, notamment. Voilà, c'est ça. Et je dirais que la dernière m'a vraiment déplu au plus haut point. J'en ai été malade à la sortie de ce match, où je me suis dit, franchement, c'est malheureux de finir comme ça, juste avant les playoffs. Donc, il est évident que ça m'a brisé le cœur, hein, mon petit cœur de Giants. T'es trop sensible. Tu sais, j'ai écrasé une larme hein, qui me venait tellement rapidement après tout ça. Sinon, pour en revenir, non. En fait, si je résume, Bertrand, avant que tu développes ton propos, c'est un petit peu le match entre les deux équipes que nous, on aurait pas aimé ne pas voir en play-off, tu vois. Parce que moi, les Buccaneers, j'aurais préféré m'en passer. Oui. C'est-à-dire que j'aurais préféré prendre leur place. Restons neutres, je n'ai rien contre les Eagles. Non, ils restent une très bonne équipe. Après, il faut que nos auditeurs aient de l'humour. Chacun, après, a ses préférences à tant soit peu. Et on peut, tout du moins, les développer sans que ça porte ombrage, justement, à l'une ou l'autre sensibilité. Voilà. Donc, au final, les Eagles sont une très, très bonne équipe. Faut pas nier tout ça. Au-delà du fait qu'ils se sont dilapidés eux-mêmes au fur et à mesure du temps, ils ont aussi des absences qui leur ont fait du tort tout de suite. A.J. Brown, Devonta Smith se sont blessés. A.J. Brown sur le dernier match, Devonta Smith était sur l'avant-dernier match et inévitablement, ça n'a pas aidé. Alors, on va pas se mentir. Également, les très mauvais choix quant au fait de changer de coordinateur défensif en plein milieu de saison, ce qui montre un aveu de faiblesse, et de prendre Matt Patricia. Pour quelle raison prendre cet homme-là alors qu'il n'a été totalement nul, on va dire le mot, nul par la suite, que ce soit son passage chez les Lions ou quand il était chez les Patriots. Voilà, donc quel était l'intérêt de désorganiser, de mettre de l'instabilité dans son équipe, surtout avec un Howie Roseman qu'on connaît en tant que manager qui fait des très très bons choix pour dégoter des joueurs et enfumer les autres équipes. Et là, je sais pas, c'est peut-être la débilité de leur coach qui a l'air plus d'un clown mis sur le bord du terrain à manager des joueurs et on aime bien les Eagles, hein. On salue les Eagles. oui, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas, j'enfonce une porte qui est ouverte en soi, puisque c'est une notoriété publique, on le voit bien sur les réseaux sociaux, qu'il n'a pas inventé le fil à couper le beurre, le bonhomme. Hein, donc bon, il a une tête à savoir quel goût ont les crayons de couleur. C'est ça voilà, c'est ça. Je veux dire que les Eagles nous pardonnent, mais quand on voit que Jalen Hurts est obligé de l'empêcher de faire le Mongol sur le bord du terrain au final au Super Bowl, pardon. Commence pas avec ça. Tu vas énerver les fans des Eagles et tu vas m'énerver moi là. Voilà. Au Super Bowl, il était obligé de le contenir parce qu'il ne savait pas se tenir lui-même. Voilà, bon, on a tout dit. Donc, au final, cette franchise, malheureusement, et c'est bien triste pour les fans de Pennsylvanie, se délitère au plus mauvais moment. On ne va pas refaire toutes les forces de cette équipe. J'espère que grâce à cette ligne offensive, grâce aux touches-push, armes offensives qu'ils ont créées au bon moment et qu'ils utilisent toujours de manière trop excessive à mon goût, mais malgré tout qui fonctionne bien, ils vont pouvoir avancer, mais ça va être assez compliqué face à une équipe des Buccaneers qui, elle, justement, a réussi à retrouver un certain équilibre malgré tout.
Bah, j'avoue que c'est la première fois de la saison, j'ai animé 36 tailgates, je sais pas trop comment rebondir après cette diatribe pro Eagles, donc bon, je sais pas comment faire. Est-ce qu'on rebondit sur Nick Je m'excuse, Sirianni je Non, m'excuse, non. mais je pense que la réalité des faits, à un moment donné, a besoin d'être mis en avant. Non, non, blague mise à part, on a tout le respect que les Eagles méritent pour cette Tout à franchise, fait. bien évidemment. Et pour le parcours qu'ils ont fait, qui, rappelons-le, était excellent, parce qu'ils ont quand même commencé avec 10-1 cette saison. Ils finissent, comme Bertrand l'a dit, avec 5 défaites sur 6 matchs. Et je me rappelle, Seb, et ça tu t'en rappelles sans aucun doute aussi, de cette phrase de Bossa des Niners, qui a dit après la victoire face aux Eagles, on a montré à tout le monde comment battre les Eagles, les autres équipes n'ont plus qu'à l'appliquer. Et ben, faut croire que tout le monde l'a appliqué. Est-ce que les Buccaneers vont être capables de l'appliquer aussi? Est-ce que les Buccaneers vont être capables de l'appliquer? Est-ce que les Buccaneers ont les armes pour l'appliquer? Peut-être. Peut-être, puisque effectivement, quand Bossa a prononcé cette phrase, ce qu'il y avait derrière, c'est ce qui s'était passé lors du match contre les 49ers, où ils ont très violemment attaqué le milieu de la défense de Philadelphie, en particulier les inside linebackers, et on s'est rendu compte que dans leurs inside linebackers, c'était le désert, c'était le vide absolu, que cette défense, c'était un trompe-l'œil, et que c'était vraiment leur talon d'Achille, en plus d'avoir, malheureusement pour eux, un pass rush qui est inexistant, puisque les Eagles ont un taux de réussite sur le pass rush de 47,4%, alors qu'il était à plus de 50%, presque 53% la saison passée. Après, Tampa Bay a-t-il les armes? C'est possible, puisque au sol, ils ont Rashad White qui a fait une saison plus que correcte avec ses 990 yards, et ils ont toujours une paire de receveurs qui est très très bonne et sous-estimée, Mike Evans avec ses 1255 yards et Chris Godwin avec 1024 yards. Deux receveurs à 1000 yards dans un effectif, c'est quand même pas rien. Néanmoins, moi je voudrais tempérer ça par un point, c'est que Tampa, sur cette saison régulière, on a une équipe qui marque 20,5 points par match, c'est la 20e attaque seulement, et qui en encaisse seulement 19,1. C'est-à-dire qu'on a une défense qui fait un très bon travail, puisqu'elle s'est classée 7e en scoring. On a une attaque, par contre, qui, malgré les performances de ses joueurs, marque peu de points. Et j'ai peur que ce soit un petit peu juste pour franchir une étape. C'est un match qui est un petit peu paradoxal à chroniquer, à previewer, à pronostiquer, parce qu'on a d'un côté des champions de la NFC Sud qui doivent leur qualification, certes à une victoire en dernière journée, Attention à ce que tu vas dire. Attention, je sens que tu mais es aussi, bien sur une pente glissante. mais aussi à une défaillance de leurs principaux poursuivants, Atlanta. qui pouvaient eux aussi s'emparer de la couronne, encore en dernière journée. C'est bon, je m'en sors là, Fab? Oui, ça va, Ça va? ça va. Alors non, en dernière journée, on pouvait plus rien faire. C'était trop tard. Il nous aurait fallu une semaine 19. Et face à eux, on a une équipe qui était en début de saison annoncée comme un des contenders absolus de la ligue et qui vient de faire une deuxième partie de saison, mais désastreuse, avec seulement 3 victoires en 8 matchs. On serait en saison régulière, dans cette situation-là, je te dirais qu'un match contre Tampa Bay, pour une équipe qui est dans cette dynamique, dans cette spirale descendante telle que celle de Philadelphie, mais un match contre Tampa, c'est idéal pour se refaire la cerise et relancer sa saison. Sauf qu'on n'est plus en saison régulière. Je pense que Philadelphie peut passer l'écueil, mais ça va être compliqué à l'étape suivante. Oui, ça va être compliqué. C'est vrai que je relisais la preview qu'on avait fait sur les Eagles avant le début de la saison, et il y avait dedans des codes des bookmakers qui mettaient les Eagles à égalité avec les 49ers comme favoris de la NFC. Et c'est vrai que pendant une très grosse partie de la saison, pendant les 12 premières semaines, on a cru que ça allait être une bataille à deux entre les Eagles et les 49ers pour le first seed. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu ce match, c'est un vrai twist dans la saison des Eagles, ce match contre les 49ers. Et du coup, ça les a envoyés, si j'ai envie de dire, du mauvais côté de la pente. Et depuis, ils ont vraiment beaucoup de difficultés à s'en remettre. Est-ce qu'ils vont réussir cette fois? Le dernier match
de play-off entre les deux équipes, c'était le 16 janvier 2022 et les Buccaneers avaient remporté 31-15. À l'époque, il y avait encore Tom Brady chez les Buccaneers, ce qui n'est évidemment bien sûr plus le cas. Tiens, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais vous savez de quand date le dernier match de play-off entre les Lions et les Rams ? Dis-moi. Allez, c'est parti. 21 décembre 1952. Une victoire 31-12 des Lions sur les Rams. Voilà. Voilà. Ça remonte un petit peu. Voilà, c'était pour la petite aparté, pour donner les statistiques historiques. Qui l'emporte dans ce duel entre les Buccaneers et les Rams, j'allais dire, non, entre les Buccaneers et les Eagles, mon cher Bertrand? Mais écoute, là, je vais donner uniquement sur les faits les Buccaneers par rapport au momentum de l'équipe en soi, puisque elle est quand même sur une moyenne de 28 points et demi par match depuis quelques semaines. Également, Baker Mayfield a 9 touchdowns et qu'une interception. Il a un petit problème à la hanche, on l'a vu boiter. Bon, mais je pense qu'il sera remis à 100% pour ce match. Et la défense des Bucks ne laisse que 18 points et demi par match depuis. À l'inverse, on a une équipe, et je l'ai dit tout à l'heure, des Eagles, qui malheureusement pour eux, je vais dire malheureusement parce que on ne souhaite jamais que des équipes ayant ce niveau se délitèrent complètement sur une fin de match, parce qu'on voudrait des joutes de play-off qui soient animées et accrochées. Pour le coup, c'est plutôt l'inverse. On est sur une équipe avec des absences, avec une porosité en défense, que ce soit à la passe ou à la course, sans détailler. Donc uniquement par rapport au momentum de la saison et de la fin de saison, et du fait qu'en plus ça se joue à Tampa, du fait donc de cette première place obtenue des Buccaneers pour le titre de division de NFC Sud, donc ce qui est toujours discutable, hein, évidemment, par beaucoup de gens par rapport au fait qu'une autre équipe ait pu avoir un bilan meilleur, mais n'ayant pas gagné cette division, va devoir se coltiner une équipe avec un bilan un peu moins flatteur. Pour le coup, là aussi, je donne l'avantage aux Buccaneers pour ce coup-ci. Donc, si je résume, ça nous ferait pour toi un divisional round entre les Cowboys et les Buccaneers d'un côté et les Rams face aux 49ers de l'autre. J'ai bien noté tous tes pronostics. Très bien. C'est ça. Mon cher Seb, à toi. Je vais devoir abonder dans le sens de mon collègue, et là aussi... tu prends les Buccaneers restant, aussi. C'est juste parce que tu as envie de les jouer au tour prochain, c'est ça? Non, je reste je vois clair factuel, dans ton jeu. Je reste factuel également en regardant les élans respectifs des deux équipes. On a effectivement un champion de division face à un club qui aurait pu être first seed et qui se retrouve avec le combien? Cinquième, sixième au final. Voilà, donc une dégringolade vertigineuse. Alors attention, hein, la rédemption est possible pour les Eagles, mais si je devais me baser sur les faits, je vais avec Tampa Bay. Puis surtout, ce qui fait mal aux Eagles, les absences de A.J. Brown et Devonta Smith, ils sont questionable. Mais les blessures des bonhommes, globalement, j'ai peur que revenir à 100%, ça soit très compliqué. Et A.J. Brown, cette année, je veux dire, voilà, c'est un des tout meilleurs, si ce n'est, faut pas dire le meilleur, mais enfin, c'est 106 réceptions, 1456 yards, 7 touchdowns. Voilà, quand il n'est pas là, tu le sens, quoi. Hein, c'est d'office. Et ça te fait passer d'une équipe excellente à une équipe moyenne, d'un seul coup. C'est certain. C'est certain. Juste, on sort de la cadre des previews une petite minute tant qu'on parle de la NFC pour parler un petit peu pendant 2 minutes de l'actualité, puisque on a appris ce mercredi soir que Pete Carroll n'était plus l'entraîneur des Seahawks de Seattle, ce qui est quand même, on en parlait avec Sébastien hors antenne, ce qui nous met un petit coup à nous les vieux, parce que Pete Carroll, ça fait quand même un moment, ça fait 14 saisons qu'il était sur le banc des Seahawks. C'est une part de l'histoire des Seahawks que nous on a connu qui s'en va. C'est un move auquel tu pouvais t'attendre, Seb? C'était un petit peu dans l'air au regard du bilan final de la saison. Est-ce qu'on lui reproche ce bilan ou son âge?
c'est difficile à savoir, mais Et il a ouais, 72 peut-être ans, qu'il y avait pour une, précision. peut-être qu'il y avait une fin de cycle. J'ai cru comprendre qu'il allait rester dans l'organisation des Seahawks. Oui, c'est ce qui se murmure. Il a Néanmoins. dit, mais après, il vient de faire une interview en disant qu'il n'était pas spécialement fatigué, qu'il avait même possiblement encore envie de coacher une équipe. Donc, est-ce qu'il va rester à un autre poste chez les Seahawks ou partir ailleurs? Voilà, tout semble à peu près ouvert pour Pete Carroll. Voilà. Bon, c'est Bertrand, toi, Pete Carroll qui s'en va des Seahawks, c'est quand même un gros changement. Oui, un énorme changement. On se souvient de la période de la Legion of Boom avec Russell Wilson. On se demande même si lui, officiellement, c'était pas lui qui arrivait à faire en sorte que Russell Wilson soit performant, puisque comme on voit comment il fait dans une autre franchise. Et pourtant, Dieu sait s'il a un coach excellent dans l'autre franchise. Mais Voilà, effectivement. Mais au final, c'est tout un pan de l'histoire qui s'en va, qui s'arrête. Alors, s'il il est reconduit dans un autre poste dans la franchise, bon, on va dire qu'il apportera toujours sa patte. Mais en soi, je suis un peu d'accord avec Seb sur ce qu'il a, les deux facteurs éventuellement possibles, les résultats ou son âge. Moi, je pense pas que ça soit foncièrement par rapport aux résultats. Je pense qu'il y a eu des absences rédhibitoires, Charles Cross sur la ligne par un moment donné. Geno Smith, on savait qu'il pouvait faire très bien, mais qu'à un moment donné, ça pouvait aussi coincer sur certains matchs. Malgré tout, j'aime pas trop la dureté des franchises là-dessus, sur le fait de se séparer des coachs, ou même nous, on a l'impression que c'est une surprise quand on l'apprend. Je pense que c'est un peu facile, c'est un peu à l'image de la société américaine où on se sépare des gens assez facilement. Au final, oui, je pense que c'est peut-être dans l'esprit de la franchise des Seahawks, c'était de passer à autre chose, alors que le bonhomme avait 72 ans, quoi. Donc il manquerait plus que Bilou qui soit enlevé des Patriots. Alors là, on perd la moitié de l'histoire. Disons que Bilou, c'est un peu plus normal. Oui. Et puis c'était plus dans l'air du temps que Pete Carroll. On avait eu quelques indiscrétions de la part d'insiders qui disaient que c'était possible, c'était quelque chose qui était possible, mais ça faisait pas partie des têtes de liste dans les entraîneurs qui auraient pu virer en fin de saison. On avait cité Mike Vrabel, qui a d'ailleurs été limogé par les Titans. On avait cité Arthur Smith, qui a été renvoyé par les Falcons. On avait bien évidemment cité Ron Rivera. Il y avait aussi des entraîneurs qui sont restés en poste, comme Dennis Allen chez les Saints, comme Matt Eberflus chez les Bears. Il y en avait, on avait 5-6 noms qui étaient... Pete Carroll, c'était cité en toute fin de liste. Des gens, vraiment, c'était le 10e ou 11e coach cité dans ceux qui risquaient de se faire renvoyer. Bon, voilà. Alors en plus, c'est un peu bizarre parce que sur les communiqués, c'est dit qu'ils se séparent. C'est même pas Mike Vrabel, par exemple, hier, mardi, il a été... c'était marqué qu'il était renvoyé. Là, c'est vraiment, ils se séparent comme si ça avait été fait d'un commun accord, en fait. Et donc voilà, c'est assez particulier. Bref, pour l'instant, on n'en saura pas beaucoup plus. Tout ce qui est sûr, c'est que Pete Carroll n'est plus l'entraîneur des Seahawks de Seattle. Et mine de rien, ça nous fait un petit coup à nous les vieux, n'est-ce pas? Oh, qui dis-tu? Ne parlez pas, ne nous rajeunit pas tout ça. Et on va s'en remettre, vous en faites pas, on va rebondir, il n'y a pas de problème. Je rappelle qu'on aura 2 matchs en direct sur Twitch. Commenté, ce sera le Browns contre les Texans samedi 22h30 et les Cowboys contre les Packers dimanche à 22h30. Voilà pour les 2 matchs à suivre avec nous sur Twitch pendant ce super Wildcard Weekend. On se retrouvera bien évidemment en début de semaine prochaine. Alors petite précision, ce ne sera pas mardi que le podcast sera publié, mais ce sera mercredi pour que l'on puisse débriefer l'ensemble des résultats de ce super Wildcard Weekend. Merci Seb d'avoir été avec moi, merci Bertrand d'avoir été là aussi. On se retrouve très très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde.